Bonjour à tous et bienvenue dans le Game Plan épisode 28. Ça avance, on est là pour analyser le combat du Français ce week-end à l'UFC London. Il s'agit de Fares Ziam dans un très chouette combat face à Jay Herbert. Je pense que pour une carte locale, on a un très chouette combat local avec deux profils qui matchent bien ensemble. On va pouvoir en discuter ici. Donc, comme d'habitude, le game plan, on va établir force et faiblesse des deux profils. On va donner nos pronostats, voir si on est d'accord avec les codes de Paris. On va donner nos stratégies qui, selon nous, pourraient permettre à l'un comme à l'autre de s'aventurer davantage vers les probabilités d'une victoire. Et puis, on va donner nos pronostics et nos préférences. Tout d'abord, politesse. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très très bien. Aldric, tu vas bien également? Impeccable, bonjour à tous, ravi d'être là et on continue à bosser cet été. On est là tous les jours à la salle, donc un petit peu d'évasion et de dialogue fait beaucoup de bien. Ça fait du bien et comme vous le voyez, Aldric il est dehors parce que chez lui, comme chez nous, hein, il est 7h56 du matin là, mais il fait déjà 36 degrés à l'intérieur. Donc pour les petits Belges comme nous, on est un peu, je vais pas dire jaloux, parce que moi s'il fait 36 degrés à l'intérieur de ma maison, je sais pas comment je réagirais. Alors, on va d'abord établir un peu de contexte. Je trouve que le combat entre Fares Ziam et Jay Herbert est vraiment bien au niveau du ranking. Ils ont des palmarès assez similaires. Donc, on a un Fares Ziam qui a 13 victoires, 4 défaites en professionnel. Du côté de Jay Herbert, on est sur 12 victoires, 4 défaites et une égalité, en sachant que son égalité, c'est parce qu'il a eu des points de déduction. Donc, en fait, si on avec des si on refait le monde, mais on pourrait considérer qu'il est à 13-4 également. À l'UFC, on est sur une expérience similaire. Du côté de Fares Ziam, on a 3 victoires pour 2 défaites. Du côté de Jay Herbert, on a 2 victoires, 3 défaites, une égalité. Peut-être un peu plus d'adversité du côté de Jay Herbert. Donc lui, depuis qu'il a signé à l'UFC, il a eu son combat contre Francisco Trinaldo. Il était très très bien dans le combat jusqu'à se faire surprendre dans le 3e round. C'est là où on a la petite anecdote avec Dan Hardy. Stop the fight! Stop the fight! Où il s'est disputé avec Herb Dean. Son 2e combat à l'UFC, et là on se demande ce que son management a fait, c'était contre Renato Moicano. Il perd par soumission dans le 2e round. Ensuite, il gagne par TKO dans le 1er round contre Karma Worthy. Ensuite, il passe à ça de finaliser Ilia Topuria, qui était monté pour l'occasion en lightweight, mais c'est lui qui se fait finaliser dans la 2e reprise. Et puis, il a une victoire un peu stratégique, on va appeler ça comme ça, contre Kyle Nelson, avant de connaître son égalité en tant qu'underdog contre Ludovic Klein. Un combat qu'il a, pour moi, assez bien dominé et aurait dû gagner. Du côté de Fares Ziam, on a signé à l'UFC un peu en last minute contre Don Madge. Il perd à la décision unanime. Ensuite, il prend 2 victoires contre Jamie Mularkey, c'est pas rien. Ensuite, contre Luigi Vendramini à la décision majoritaire. Il s'est fait ensuite soumettre assez rapidement contre Terence McKinney et il a finalisé sa carrière actuelle, on va dire, à l'UFC Paris dans une très belle performance contre Michal Figelak qui, lui, venait de signer à l'UFC. Donc voilà pour le contexte. Comme d'habitude, on va partir sur les codes de Paris et c'est très très intéressant. Donc on va lancer le débat là-dessus. Les codes de Paris ont ouvert de manière extrêmement serrée. On avait Fares Ziam à moins 105, Herbert à moins 125. C'est quasi du 50-50. On donnait un très léger avantage à Jay Herbert. On va dire que c'est un 52-48. J'ai regardé hier. On était à moins 135 du côté de Ziam, plus 125 du côté de Jay Herbert, ce qui signifie que Ziam est passé favori, environ à 55-45. Et là, j'ai regardé encore ce matin en attendant Aldric. J'étais avec Brian et j'étais surpris. Ça a encore augmenté. On a un Fares Ziam qui est maintenant à moins 150, Jay Herbert à plus 145, donc on se rapproche dans 60-40 à l'avantage du français. Je vais lancer Aldric. Est-ce que toi, tu trouves la cote de départ la plus logique, la cote actuelle la plus logique, ou alors tu étais complètement sur quelque chose d'autre? Non, la cote de départ me paraissait logique. Ces deux combattants en palmarès très similaires avec un volume de frappe très similaire aussi puisqu'ils sont aux alentours des 2,50 frappes effectives par minute. Il y a une responsabilité défensive de Fares un petit peu plus importante. Il prend moins de coups, à peu près une frappe par minute de moins. Effectivement, les adversaires qu'ils ont rencontrés jusque-là, même hors UFC, parce que Jay Herbert, il s'est tapé des mecs comme Rhys McNee, des mecs comme Jack Grant au Cage Warrior aussi. Il devait prendre un Belge,
connu par vous deux également. Si je vais prendre Donovan à un moment. Tout à fait. On avait préparé un combat contre Jay Herbert à l'époque. Donc ouais, et puis ça plus compte tenu du fait que c'était à domicile, je comprenais assez bien les codes de départ. Maintenant, je suis pas surpris non plus du retournement de situation parce que quand tu vois un petit peu les win conditions, il va quasiment jamais au sol sauf accident, sauf s'il suit au sol, Jay Herbert, alors que Fares nous a montré quand même quelque chose d'assez établi, notamment contre Figlak, avec des vraies positions de lutte, du vrai chain wrestling avec de la continuité. Donc, je suis pas étonné non plus. Moi, je mets juste un petit bémol sur ce fight. Attention, parce que contre Klein, j'ai trouvé la performance vraiment, vraiment intéressante. Et Klein, c'est fort, très fort même. Donc, sur la dernière performance de Jay, j'ai trouvé très, très, très costaud. Et surtout, ce qu'il a montré par le passé, c'est que il frappe pas beaucoup. On l'a déjà dit, 2 frappes par minute, c'est peu, mais il snipe bien. C'est précis, c'est pointu, et il y a de quoi éteindre parce que pareil, Topuria, pour le faire downer, c'est pas facile du tout. Donc je dis, ce mec-là, c'est un danger quand même, et il faut vraiment être concentré sur 3 rounds parce que il frappe fort et même il est durable. Même en fin de combat, il reste suffisamment puissant pour pouvoir mettre fin à un combat. Pour ceux qui se rappellent pas, il a éteint Jake Grant quand même solide au 3e. Donc je dis ce mec-là. C'était OK Warrior 100 en plus. C'était un tout gros événement. Ouais. Donc danger, c'est un gros danger. Brian, quelque chose enfin, je vais pas dire quelque chose à rajouter, mais toi, t'en penses quoi des codes de Paris, de l'évolution dans laquelle et de la direction dans laquelle ça part? Bah écoute, là tu me faisais découvrir les cotes. Je vais être honnête avec toi. À l'annonce du combat, je trouvais le combat très serré. J'aurais pu voir Jay Herbert légèrement favori, tu vois, genre à 52-48 à l'annonce du combat. Là, quand on a fait ce matin, bah, je te le montre, hein, mes cotes de Paris au début. 55-45, tu vois, au début, j'ai noté, est-ce qu'on est sur un 55-45 à l'avantage de Faresia, mais après avoir regardé les combats et défini un petit peu les profils, je suis passé sur un 60-40. Et donc, je suis pas du tout surpris de l'évolution. Je pense qu'à l'annonce du combat, le local, etc., et la dernière prestation de Jay Herbert contre Ludovic Klein, on pourrait, enfin voilà, je pense que c'était normal. Moi, je t'avoue que là, avec un peu plus de recul, en me posant ce matin, j'étais sur un 55-45 et là, maintenant, je suis plus sur un 60-40. Donc, c'est étonnant, hein, mais vous avez vu, je l'ai pas inventé, mais je pense donc je rejoins complètement et l'évolution des codes de Paris, et je rejoins à tout niveau, quoi. Voilà. Ça va être une discussion intéressante. Moi, à l'annonce du combat, j'avais fait une vidéo. Je suis pas allé la revoir, mais en tout cas dans ma tête, et je pense que je l'ai dit dans la vidéo, j'étais sur un vrai 50-50. Je me suis dit que ça pouvait vraiment partir dans les deux sens, sur quelque chose d'extrêmement serré sur papier. J'ai eu un petit doute hier en regardant, parce que moi j'ai vraiment regardé Ziam contre Figlak et à la suite Herbert contre Klein. Je trouvais que le combat Herbert contre Klein était plus agréable à regarder, que c'était peut-être un peu plus skillful, mais encore une fois, les mathématiques en MMA, ça n'existe pas, donc c'est pas comme ça qu'on doit considérer la chose, et c'est plus en établissant les profils. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu différemment que d'habitude. Je vais établir les profils de manière très simple, et puis je vais vous laisser compléter. Donc d'abord voir si sur la base on est d'accord ou pas. Une petite stat que j'ai pas donnée, qui pour moi est assez intéressante, c'est que les deux sont assez grands pour la division. Ils mesurent tous les deux la même taille d'après Tapology et d'après UFC Stats. Ils sont tous les deux à 1m85. Par contre, il y a une différence au niveau de l'allonge. Du côté de Ziam, on est à 1m91. Et du côté de Jay Herbert, on est à 1m96. Donc, même taille. Jay Herbert a un petit avantage d'allonge, 5 cm sur un échantillon de quasi 2 mètres. C'est pas énorme, mais voilà, c'est quand même notable. Donc ça, je voulais le souligner. Alors, pour Ziam, pour établir un profil très très simple, moi, je trouve personnellement que c'est un combattant qui combat très bien sur base de son morphotype, justement. Il a un très bon jab, il a d'excellents low kicks.
En contre, il a un bon check hook, il a un bon timing dessus et un bon timing sur les genoux interceptants, j'appelle ça comme ça. Donc si son adversaire veut casser la distance pour l'amener au sol, il va mettre un genou, ça va bloquer le fait de vouloir casser la distance. Il gère bien sa distance justement et je trouve qu'il a des bons mouvements latéraux. Dans les points d'attention, j'ai mis que malgré qu'il avait des bons mouvements latéraux et donc un bon footwork, il accepte peut-être trop facilement de se faire mettre sous pression. Il est pas assez alerte ou pas assez anticipatif par rapport à tiens, je suis proche de la cage. C'est pas trop compliqué de le mettre dos à la cage. Il doit faire gaffe à deux choses défensivement. C'est en tout cas contre Mularkey, j'ai vu qu'il chassait très très fort avec son bras arrière. Ça c'est un peu moins ressenti contre Figlak, mais ça reste un réflexe qu'il a. Et de temps en temps, défensivement, il a aussi ce réflexe des combattants de boxe thaï de beaucoup tendre les bras vers l'avant. Et ce sont des choses qui sont exploitables, surtout face à quelqu'un qui a une bonne allonge. Donc ça, c'est peut-être des réflexes sur lesquels il devra bosser pour ce combat. Donc voilà, ça c'est une façon rapide pour moi d'établir force et faiblesse du côté de Fares Ziam. Brian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à compléter par rapport à ce rapide profil? Non, moi je rejoins tout ce que tu as dit. Hein. Effectivement, il accepte la pression, il a tendance à reculer en ligne et puis à se faire clincher, c'est dans ses faiblesses. Je trouve j'aime son approche moi de vouloir gagner ses rounds plutôt que de vouloir marquer. Il en parle d'ailleurs dans le super reportage d'RMC qu'on remercie encore à nouveau pour un très bon reportage. Je trouve que par contre, il a tendance à reproduire un petit peu exactement le même style de jeu en fonction des combats. Et ça peut être un peu dangereux, un petit peu prévisible pour l'adversaire, surtout qu'on sait qu'on est dans un sport où on peut étudier son adversaire et prévoir des game plans en fonction de ce qu'il fait. Je rajouterais quand même que j'ai trouvé que sur son dernier combat, il a vraiment pris en assurance et en agressivité, ce qui lui manquait fortement sur ses combats précédents, ce qui lui a manqué pendant ses premiers combats à l'UFC aussi, je trouve. Et donc sur son dernier combat, j'ai beaucoup aimé sa prestance, etc. Il est présenté comme un striker, mais pour moi, c'est vraiment un gars qui est ultra complet. Et enfin voilà, son jiu-jitsu est très très bon, sa lutte elle est excellente, elle est un petit peu dépensière, je dirais. Il dépense un petit peu trop d'énergie sur certains mouvements. Il aurait vraiment comment dire ça? Je pense qu'il devrait être un tout petit peu privilégier un petit peu plus d'économie sur sa lutte. Mais voilà, sinon je te rejoins complètement sur tout le reste. Hein. C'est vrai que j'ai skippé une ligne dans ma description. C'est sur l'aspect un peu grappling. Alors si je dis pas de bêtises, il est ceinture noire de judo et ça se ressent très fort d'ailleurs quand il est au corps à corps. Ça s'est vu contre Figlak, il a des très bons judo throw et défensivement tu sens les judokas ils ont vraiment une bonne base de balance, un bon équilibre naturel comme ça. Tu sens qu'ils se positionnent automatiquement bien et que c'est très difficile de les déséquilibré sur base d'un travail au niveau des hanches. Ça lui permet aussi d'avoir des bons contres en lutte. Et c'est peut-être ça aussi qui justifie son côté énergivore dans sa lutte. Exactement. Comme le judo est quand même très explosif, ça se joue sur des fractions de moments où tu exploses. Ça justifie peut-être le côté un peu moins économe, mais il faut aussi partir du principe que comme il a fait ça quand il était gamin, pour lui, c'est pas une aussi grosse dépense d'énergie parce que il a habitué son corps à exploser sur des moments précis. Et ce qui explique aussi qu'il accepte facilement de se faire mettre un underhook parce qu'au final, il se retrouve en overhook et c'est vrai que les judokas, eux, ça leur pose pas de problème l'overhook, il faut vraiment s'en méfier. Ok, j'avais pas cette info sur sa ceinture noire et ça explique un petit peu ces deux. Tout à fait. Il me semble, je suis allé fouiller un peu sur Instagram hier parce que c'est un exercice que je fais quasi jamais. Là, je me suis dit, ok, il faut qu'on augmente en niveau là sur Fight Minds, et donc il faut aller un peu fouiller. Est-ce qu'il s'entraîne encore chez Cliff, tu vois, ce genre de truc. Et j'étais tombé sur une image de lui qui était allé genre donner un stage ou un cours dans son club de judo de là où il était gamin, et il avait une ceinture noire. Donc voilà, c'est mon interprétation de la situation. Je pense qu'on serait nombreux à interpréter ça. Et a priori, il est ceinture violette en jiu-jitsu.
Aldric, je t'en prie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par Tu m'as fait rapport à une nos dires? transition- Tu m'as fait une transition intéressante. J'ai cru comprendre, moi, qu'il avait fait toute sa prépa en France. Je crois que depuis qu'il est à l'UFC, c'est la première fois. On a un Fares qui aura fait son camp en France. J'espère qu'il a pu se préparer convenablement. Et là, je- à l'annonce de deux strikers, on est tout le temps hyper intéressé parce que c'est quand même deux strikers de très haut niveau, même s'ils sont pas tout à fait dans le même move. Jay, c'est quasiment son dernier run, je pense, où il peut essayer de remonter dans le classement. Il a 35 ans quand même, on n'en a pas parlé. Et Fares, lui, est très jeune et il a encore énormément de temps et de marge de progression. Après, pour avoir bien réfléchi au match-up, euh, j'espère qu'il va être prudent au départ parce que je pense vraiment que ça risque d'être même peut-être chiant le combat au début parce que c'est quand même deux gars qui débitent pas énormément et je pense qu'il faut pas aller contre nature. Tu vois, Fares, c'est quelqu'un qui est posé. Et même si je pense qu'il a très envie de montrer plein de choses, que son dernier combat a montré une marge de progression exceptionnelle, j'espère que il va démarrer tranquille, quitte à ce que ce soit presque ennuyeux pour nous. Mais je pense que Herbert, c'est quand tu vas le chercher un peu trop vite que tu te fais contrer. Tu vois, on a vu Topuria, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc, si le combat est prudent et qu'il monte en régime, moi, je trouve quand même qu'il peut faire quelque chose de grand et de fort, mais je pense qu'il faut essayer de l'user un petit peu et de le forcer à débiter parce que moi, il me fait peur, Herbert. Franchement, je trouve il est sous-estimé quand même beaucoup dans ce qu'il fait. Et je reviens, moi, Klein, je te donne 3 combats à regarder, c'est tout. Grande, Klein, Topuria. Il y a une suite, Grande, Topuria, Klein, si on veut faire une chronologie. Mais je trouve que ça varie beaucoup. La qualité des frappes varie, les niveaux varient, les enchaînements varient. Donc il faut pas se laisser endormir, il faut surtout pas se jeter. Mais je pense qu'on pourrait très bien, et je te rejoins quand tu dis, tu regardes Klein, Herbert, nous on a une bonne impression, mais il y a des moments ultra chiants quand même. Je pense que tu l'as vu, c'est pour ça que tu disais que c'était peut-être mieux de regarder le combat de Figlak et de Ziad. Il y a des moments longs où il se passe rien pendant des trentaines de secondes, voire des minutes. Et je pense qu'il faut pas forcer contre Herbert parce que c'est là que tu te fais shooter. Lui, il a fait son camp chez Leon Edwards, comme il fait d'habitude. Je trouve que ça a pas été assez mis en avant dans le film d'RMC, tu vois, parce que on voit une salle et il y a que ceux qui ont un peu le coup d'œil qui reconnaissent la salle où les frères Edwards s'entraînent et pas mal de strikers d'ailleurs anglais. Donc voilà, 2-3 interrogations, notamment sur le camp de Fares en France, tout ça. J'espère qu'il a pu se préparer de la façon la plus optimale possible et qu'on aura un Fares qui avait la même qualité technique qu'à Paris. Et je dis attention à pas se faire ébouillanter par ce chaudron parce que pareil, l'ambiance, Fares il est jeune mais c'est un combattant qui a envie de faire plaisir au public, qui a envie d'être spectaculaire. Et je pense que malgré ça, il faudra être calme et patient samedi soir pour pas prendre un mauvais shot. On est en train de se faire des transitions parfaites de gauche à droite. Moi, effectivement, le fait qu'il s'entraîne à Team Renegade, je l'avais écrit en gras sur mes notes. Je pense que c'est un très très gros point auquel il faudra faire attention. Et alors le fait que Fares fasse son camp en France, ça te donne encore plus envie de le supporter et d'être à fond derrière lui. Parce que ce serait beau de se dire, ok, Fares est allé battre Jay Herbert à Londres en faisant tout son camp en France, et ça rejoint exactement ce que tu dis, Aldric, dans beaucoup de nos coach talk, que aujourd'hui on n'a plus besoin de s'exporter de la France pour pouvoir performer à haut niveau, et donc ce serait très beau que Fares puisse être une des preuves de ce statement. Maintenant qu'on a fait le tour d'horizon par rapport à Fares, je vais faire pareil pour Jay Herbert, je vais faire une rapide description et puis je vais vous lancer pour compléter ça. Bon, moi du côté de Jay Herbert, j'ai évidemment écrit le fait qu'il était rangy. Je sais pas vraiment comment le traduire en français, mais c'est quelqu'un qui travaille de son allonge, qui aime bien être à distance. Alors ici j'ai précisé, je trouve que depuis qu'il est à l'UFC, il aime bien être dans un combat un peu plus mesuré, calculé, avec un faible volume de jeu. Je trouve que quand il était au Cage Warriors, il était beaucoup plus agressif. Il était presque considéré je le considérais plutôt comme un combattant à pression même, qui venait mettre du volume. Tu parlais de Jack Grant, sa stratégie contre Jack Grant, c'était d'étouffer Jack Grant, de le mettre sur son pied arrière, parce que Jack Grant a des très très bons kicks et il est difficile à combattre quand il a de l'espace.
Herbert a une très très bonne vitesse dans ses frappes. Je trouve que ses bras ils partent très vite. Il faut faire gaffe à ça. Donc comme j'ai dit, j'ai écrit en grand, en gras, en tout ce qu'on veut. Il fait partie du camp de Leon Edwards, la team Renegade qui a pris en maturité depuis un petit temps. Hein. On le sent stratégiquement, ils sont au point. D'ailleurs, ils avaient fait une interview sur RMC pour reparler d'eux après la victoire de Leon Edwards contre Ousmane, et tu sentais que voilà, le coach du sol là-bas, il a une vraie compréhension, c'est une vraie ceinture noire qui sait comment bosser, qui analyse le profil face auquel ils vont combattre pour trouver des solutions. D'ailleurs, Jay Herbert contre Klein, quand il était sur son dos, c'est une garde qui est très très difficile à gérer, qui est très agressive. Et alors il est bon dans toutes les distances. C'est quelqu'un qui est très bon à distance lointaine parce que c'est là où il est le plus à l'aise. Il peut toucher sans se faire toucher. Mais si tu essayes de rentrer à courte distance, il a pas mal d'armes, que ce soit les genoux, les coudes, les crochets, les uppercuts. Dans les points d'intention, j'ai écrit en grand lucidité. On voit dans beaucoup de ses combats qu'il se fait surprendre, même quand il est en contrôle. Contre Trinaldo, il est en contrôle, il se fait surprendre. Contre Ilia Topuria, il fait un très bon premier round, il se fait surprendre dans le deuxième. Contre Klein, il se fait mettre en difficulté à certains moments. Donc on sent qu'il y a des problèmes de lucidité dans son jeu, malgré sa maturité et le fait qu'il ait évolué à haut niveau depuis très jeune dans sa carrière. Et alors, je le trouve généreux aussi, même s'il a diminué son volume de frappe à l'UFC. Je trouve que de temps en temps, il accepte facilement l'échange et pas spécialement sur des moments judicieux. Et c'est là où il va c'est là où il peut y avoir un tournant du combat en sa défaveur. On va inverser l'ordre. Donc, j'ai pas lancé Brian, je vais lancer Aldric. Est-ce que tu as quelque chose à compléter sur notre anglais? Sur la prépa, on parlait de prépa. Tu sais très bien que je vante les qualités de savoir-faire français et on en parle à quasiment tous nos coachs. Moi, là où je voulais insister, c'était juste le côté changement. Moi, c'est le changement qui fait peur en fait. C'est que des fois, tu te rends compte qu'au final, il t'a manqué quelque chose parce que moi, j'aime la continuité. Donc, si tu as l'habitude de faire ton camp à un certain endroit, c'est juste le côté changement qui me faisait poser des interrogations. Cela étant dit, moi, je vais donner mon ressenti général. Je pense qu'en pied-point, pur en termes de striking, Fares est au-dessus. Chez Herbert, la dangerosité, entre guillemets, elle est sur sa capacité d'accélérer d'un seul coup et de faire 3 coups d'une précision chirurgicale et il est vraiment capable d'éteindre comme ça. Tu vois, admettons qu'on se dise le combat va durer 15 minutes, je vois très facilement 12 minutes en faveur de Fares si c'est du striking. Par contre, il y a des momentum, il y a des moments où il est ultra dangereux, notamment si tu te jettes un petit peu, si tu changes de niveau et qu'il t'a capté. Mais vraiment, en termes de striking, je vois Fares au-dessus, parce qu'on n'en parle pas, mais parce qu'il est rentré à l'UFC à 23 ans, je crois, mais il a un gros bagage de pied-point avant. Il a été dans une team, la team Esberry, avant de faire du MMA, qui est connue pour ça, qui entraîne des champions. Donc, non, je pense qu'en pied-point, il est devant. La question maintenant, c'est l'adaptabilité, le game plan. Est-ce qu'il accepte de faire un combat chiant et qui se dirige vers une victoire? Est-ce qu'il a prévu d'amener au sol? Et dans ce cas-là, attention de bien masquer les entrées parce qu'on sait que les contres de Herbert sont exceptionnels. Voilà, ça va dépendre de ce combat. Je suis intéressé par la physionomie. De quelle façon est-ce que Fares il rentre dans ce combat chiant et il se dit vas-y, je touche plus et je vais pas chercher à me mettre en difficulté. Et je pense qu'on a très probablement une victoire par décision de Fares. Ou est-ce qu'il essaye d'écourter le combat ou même de l'amener au sol tel qu'il a pu le faire contre Figlac? Et là, il y a du spectacle. Là, il y a une volonté d'avancer dans le ranking, mais il peut y avoir également une dangerosité sur les contres. Brian, quelque chose à ajouter? Sur Jay Herbert, alors moi j'avais ajouté un truc. Tu parlais de lucidité. Moi, je me posais la question sur son cardio surtout. Au-delà de la lucidité, j'ai vraiment l'impression que son cardio, il chute complètement à partir du round 2. Ce qui était moins le cas sur son dernier combat, mais sur les combats précédents, tu vois, contre Topuria, quand tu regardes le round 2,
il est dans le mal, tu vois. Il n'est pas dans le mal parce qu'il a été touché, mais il recule et il semble vouloir récupérer. Et il y a eu plusieurs combats où je trouvais que il menait bien le premier round, mais à partir du deuxième, ça chutait complètement. Ça se voyait quand même sûrement beaucoup moins sur le combat contre Ludovic, mais quand même, je trouve que ils étaient tous les deux un peu fatigués, donc ça se voyait peut-être moins. Donc moi, c'est le petit truc que j'ai rajouté à la différence de deuxième. J'ai rajouté que je trouvais, comment dire ça, assez agressif. Donc il vient, c'est un peu plus agressif, un peu moins calculateur, mais ça vous l'avez dit. J'aime bien la manière dont il se déplace, son jeu de jambes. Donc il a des déplacements latéraux qui sont intéressants et qui seront aussi intéressants face à Faresiam. Et par contre, de la même manière que Faresiam, je trouve qu'il peut se laisser mettre sous pression aussi, tu vois. Donc ça c'est un avantage. Alors on le voit quand même assez souvent et étrangement chez les très bons strikers d'accepter de se faire mettre sous pression. Je pense que ils sont confiants dans leur capacité à boxer en reculant, ils sont confiants dans leur capacité à contrer, notamment Fares avec son checkbook. Mais pour autant, je trouve ça assez étonnant dans la direction d'un combat, de les voir, de voir certains, voilà, en fonction de ce que propose ils choisissent pas forcément si eux vont mettre sous pression, se laisser mettre sous pression. Ils savent qu'ils sont compétents dans les deux et ils acceptent l'un et l'autre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois j'ai cette impression là. Des fois je me dis, il devrait, même s'il est meilleur striker, il devrait imposer la pression, désengager et réimposer la pression parce qu'il va augmenter ses chances de gagner. Mais chez les très bons strikers, des fois, je me dis, enfin voilà. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est peut-être ça qui fait la différence entre un combattant du top 5 et quelqu'un qui navigue qui gravite autour du top 15 plutôt. C'est cette volonté de vouloir contrôler chaque aspect du combat. Et c'est vrai que tu as des très bons strikers qui, de par leur aisance dans toutes les dynamiques du combat debout, décide de se dire pourquoi j'irais gérer le combat alors que je suis compétent partout, alors qu'en fait la logique devrait pas être réfléchie par rapport à toi mais par rapport à ton adversaire. Si j'impose le combat là où je veux, c'est mon adversaire qui est en réaction par rapport à moi, ce qui signifie que c'est moi qui décide davantage de ce qu'on fait dans le combat, et ça donne un avantage certes, et comme on le dit très souvent sur ce podcast, le détail peut faire un petit détail peut faire une énorme différence dans un combat. Donc j'aime bien ce que tu dis, et je trouve ça assez vrai. On peut prendre par exemple l'exemple même à très haut niveau, de Israel Adesanya, qui est capable de combattre sur le pied avant et qui est très bon sur le pied arrière. Finalement, ça a joué contre lui dans l'instance d'Alex Pereira. La première fois en MMA. Par contre, ça a joué contre Alex Pereira dans la revanche MMA. Mais dans tous les cas, tu joues un peu trop avec les probabilités quand tu laisses l'autre choisir. Alors que quand c'est toi qui choisis, t'es un peu plus en contrôle, et donc tu rajoutes des chances de victoire de ton côté. Juste pour finir sur Jay Herbert, j'ai noté trois techniques qui s'est pris, qui correspondraient bien avec Faresiam. On l'a vu se faire toucher en sortie de clinch en coude, ce qu'utilise beaucoup Faresiam. On l'a vu se faire toucher en middle du gauche, ce que Faresiam a proposé son dernier combat. Et pour moi, ils sont encore meilleurs que l'adversaire qui les avait placés sur Jay Herbert. Et le dernier truc que j'avais noté, donc sortie de clinch, et les low kicks aussi, on l'a vu prendre des sales low kicks aussi, et Ziam, il en met des sales, tu vois. Donc ça c'est les trois petits tiens, ça pourrait fonctionner. Voilà. C'est marrant parce que moi pour les low kicks, j'avais noté ça des deux côtés. Je pense que il y a pas encore beaucoup de mecs qui ont attaqué la jambe avant de Ziam, mais en regardant ces combats, je me dis ok, elle est assez disponible. Je sais pas s'il a une responsabilité défensive par rapport à ça. Et Jay Herbert a également des bons low kicks. Donc et comme disait Aldric, je suis intéressé et intrigué par la physionomie du combat. Je pense que l'un comme l'autre a pas mal de choix qui doivent être réfléchis.
Est-ce que je viens pour être dans un combat mesuré face à quelqu'un qui aime bien ça, parce que les deux aiment bien un peu ce combat mesuré. On vient toucher, on vient essayer d'appuyer de temps en temps pour prendre les rounds. Est-ce que j'essaye de surprendre en venant grappler? Comme tu l'as dit, Brian, bon, les deux sont considérés comme des strikers, et donc tu pourrais te dire, tu sais, c'est un peu ce truc de, est-ce que j'essaye de gagner dans le domaine de prédilection de mon adversaire qui est le mien? Donc, est-ce que je considère que je suis meilleur dans ma force que mon adversaire est fort dans sa force, ou est-ce que je me dis que je suis moins mauvais dans ma faiblesse que mon adversaire est mauvais dans sa faiblesse? Alors je n'utilise pas les bons termes, mais donc est-ce que je vais dans notre zone d'effort à tous les deux en me disant que je vais mieux performer dans ma zone d'effort qui est celle de mon adversaire également? Donc c'est deux strikers qui se rencontrent en grappling. Un peu, je vais prendre un exemple, mais moi un combat qui m'avait fort déçu, c'était Brandon Thatch contre Siar Barduzada. C'était deux strikers qui se rencontraient. Je m'attendais à un chouette combat debout, et puis finalement ça a été 3 rounds de grappling un peu ennuyeux. Et c'est Siar qui avait gagné comme ça. Ou bien c'est deux strikers qui se rencontrent en pied-point, et puis bon, tu prends un peu le risque d'être dans la force de ton adversaire. Donc je suis très intrigué par la physionomie du combat. Et je vais peut-être te lancer toi, Aldric, là-dessus, puisque tu en parlais. En termes de stratégie, on peut faire directement des deux côtés. Qu'est-ce que tu préconiserais pour Ziam, et qu'est-ce que tu préconiserais pour Herbert en approchant ce combat stratégiquement? Moi, si j'étais Fares, je ferais un premier round quand même prudent. C'est même pas une question de comment dire, d'adversaire, c'est une question de localité. On sait que les Anglais, portés par leur public, c'est presque une aide temporaire, tu vois. Donc clairement, parlons cru. C'est un bourbier d'aller prendre un Anglais à Londres. Hein. Moi, je le dis clairement, c'est un bourbier. Cela étant, moi, je verrais de la prudence dans le premier round, histoire de prendre un peu la distance, de voir de quelle façon. Parce que c'est bien d'analyser les patterns avant, mais c'est quand même bien de s'y habituer aussi, tu vois. Et moi, je serais mesuré et prudent dans le premier. J'irais pas chercher plus que le débit actuel, c'est-à-dire 2 frappes effectives par minute pour chacun. Et je commencerai à accélérer et à voir. Moi, j'aime bien être dans la configuration de on accélère, mais quand on a le premier round en poche. Au moins, si le deuxième round ne va pas ou est serré, tu sais que tu peux reprendre un schéma plus classique et plus standard sur le troisième pour sauver le combat. Donc voilà, moi je verrais quelque chose de très prudent dans le premier pour Farrell, je parle, avec de toucher sans être touché, ou en tout cas toucher en touchant plus que l'adversaire, sans aller chercher. C'est pas contre nature, mais des choses dont il a moins l'habitude, telles que la lutte, parce qu'on l'a vraiment vu projeter et être efficient en lutte à son dernier combat. Les 4 d'avant, c'était moins évident. Et pour Herbert, moi, je ferais un peu, j'essaierais de surprendre et de reprendre un petit peu ce Jay Herbert du Cage Warrior qui l'étouffait. Et d'ailleurs, tu faisais allusion à un truc très important. Ben, moi, pour Herbert, je verrais un peu le même combat que Grant, parce que Vendramini, quand il a commencé à marcher sur Fares, on voit que c'était moins évident le troisième round. Bon, il y avait peut-être de la fatigue à l'époque et d'autres paramètres qui ont été gommés d'ici là. Mais là, je parle pas de la marge de progression. Je me réfère au combat qu'on a regardé. Et quand Vendramini s'est mis à marcher sur Fares, le troisième round, ça a été moins facile. Ouais, et d'ailleurs, ce que je regardais pendant, je sais plus à quel moment du podcast, mais j'étais en train de regarder un peu les précédents, la taille des précédents adversaires de Ziam et de Herbert, et le seul adversaire que Jay Herbert a rencontré qui mesure également 1m85, c'est Jack Grant. Donc la stratégie qu'il avait appliquée, c'est une stratégie de pression et de volume, à voir s'il partirait sur la même chose. Mais c'est vrai que du côté de Jay Herbert, je pars automatiquement du principe qu'il viendra avec une bonne stratégie, de par le fait qu'il s'entraîne à Team Renegade, qui commence à vraiment mettre l'accent dessus et à le mettre avec beaucoup de succès. On l'a vu pour Leon Edwards, on l'a vu pour Jake Headley récemment aussi. C'est une équipe qui commence à vraiment prendre en force, qui a une vraie expérience à l'UFC maintenant, avec plusieurs combattants, qui a une expérience à très haut niveau aussi au Bellator avec le frère de Edwards. Je pense qu'au début, quand Jay Herbert était encore au Cage Warriors, peut-être que les coachs, c'était pas leur full time.
Aujourd'hui, je pense que ça fait plusieurs années que les coachs peuvent se consacrer que à ça, et c'est clairement quelque chose qui est à l'avantage, enfin, je vais pas dire à l'avantage de Jay Herbert par rapport à Faresiam, mais c'est clairement une plus-value pour Jay Herbert d'avoir des coachs aussi expérimentés à haut niveau. Brian, toi, de part et d'autre, qu'est-ce que tu recommanderais pour Ziam et pour Herbert? Alors, je rejoins complètement Aldric. Hein. Moi, j'avais noté pour Ziam, responsable défensivement au premier round. Je pense que c'est là où Jay Herbert est le plus dangereux, et donc ça serait vraiment ça. Je pense que ça serait intéressant d'utiliser ce premier round pour fatiguer aussi Jay Herbert. Donc pourquoi pas incorporer de la lutte. Du sol peut-être pas, mais de la lutte à la cage, etc. Mais en tout cas vraiment ou travailler à distance, hein, comme disait Aldric, mais vraiment chercher à fatiguer Herbert sur le premier round. Tu peux essayer de fatiguer Aldric, mais ça va pas te donner un avantage. Non, mais voilà, en tout cas, je rejoins Aldric là-dessus. Premier round, responsable défensivement. Je rajoutais, comme je disais, fatiguer Jay Herbert au premier, et même si, alors, à la différence, je pense que même s'il perd le premier round, je pense qu'il doit accélérer au 2 et 3. De toute façon, il aura pas le choix, il lui faudra le 2 et 3 dans tous les cas. Mais je le vois plus cardio. Je le vois être, clairement meilleur sur le plan de cardio que Jay Herbert sur le 2 et 3, et à partir du 2 et 3 peut-être travailler sur capitaliser un petit peu sur ce qu'il a pu prendre au premier round dans les frappes, donc tout ce qui est low kick, qu'est-ce que j'avais dit, les middle, etc., mais surtout pas rentrer à la guerre au premier. Je pense qu'il peut faire aussi la différence en striquant dans les premières minutes, en touchant à distance avec des jabs, puis après en mettant au sol et en contrôlant et utilisant ses coudes, un peu à la John Jones, tu vois. Être dans la garde, frapper, emporter ses rounds comme ça. Donc ça, c'est ce que je préconiserais pour Zia. On n'a pas parlé de la pression. Je pense qu'il aura du mal à mettre la pression au premier round. Je pense que ça va être sans rentrer dans une guerre, en tout cas, ça va être compliqué. Sans rentrer dans une guerre, sauf si Jay Herbert ne le fait pas, tu vois. Il est possible que Jay Herbert veuille gérer son cardio et ne pas partir parce que je pense sincèrement que quand tu vois le combat de son dernier combat, il a mieux géré son cardio. Il a été plus économe, et je pense que on verra s'il part là-dedans, qu'il va pas tout miser sur le premier round. Concernant Jay Herbert, alors pour moi, les déplacements latéraux vont être assez essentiels. On en parlait tout à l'heure. Je pense que son jeu de jambes, ses déplacements latéraux. Effectivement, s'il peut mettre Faresiam sous pression, ça serait beaucoup mieux pour lui. Faresiam, dans ses points faibles, j'en avais pas parlé, mais tu en avais parlé. Je trouve que il a une bonne compréhension pour reprendre le centre, ce genre de choses, mais il a une mauvaise gestion de sa distance dans la cage. Et ça s'explique aussi avec des combattants qui n'ont pas forcément de cage chez eux, et donc ils se retrouvent souvent à partir en pas chassé, taper dans la cage, tu vois. On l'a vu plusieurs fois, à deux doigts de se fouler la cheville, ou se retrouver à la cage parce qu'ils s'attendaient pas d'être aussi proches, tu vois. Donc pour moi, il doit le mettre un peu sous pression et le combiner. Et par contre, je pense que Jay Herbert a tout intérêt à aller chercher lui aussi un peu de lutte. Fatigué en contrôle, pas forcément en mise au sol, mais comme disait Aldric, prendre les gros moments de frappe à l'échange et endormir un peu le combat en contrôle pour que les juges à la fin du round ne se rappellent que des frappes les plus significatifs et qui prennent les rounds comme ça. Comme il avait fait contre Kyle Nelson, il avait un peu endormi le combat dans le troisième round pour s'assurer de l'emporter, parce qu'ils sont rentrés dans le troisième round clairement à 1-1, et la façon pour Jay Herbert de l'emporter, c'était de mettre une frappe et puis de venir coller à la cage pour que... Voilà, je pense que stratégiquement c'est une bonne solution. Ah oui, c'est contre Kyle Nelson les middle qui étaient passés. Voilà ce que je préconiserais pour l'un et pour l'autre, quoi. Toi, tu en penses quoi, Chris?
Ouais, en gros, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que c'est très important pour Ziam de gérer ce premier round parce que je vois un Jay Herbert essayer de mettre du volume et de la pression assez tôt dans le combat. On a vu un Jay Herbert qui tôt dans le combat cherche vraiment les combinaisons qui finalisent. Le high kick contre Ilia Topuria, il a aussi balancé deux high kicks très puissants dans le premier round contre Klein, il me semble. Donc c'est le genre de gars qui veut gagner assez tôt dans le combat. Son dernier combat au Cage, c'était contre l'américain là, Carrizosa. On était sur place. Pareil, hein, il le sort dans le premier round avec un très beau genou au clinch. Donc je pense que la responsabilité défensive est de mise sur le début de combat et c'est un avantage parce qu'en fait si tu te fais pas surprendre par Jay Herbert au début et que tu arrives à marquer tes frappes aussi de temps en temps, tu sais, on parlait des low kicks, je pense que si Ziam envoie quelques low kicks, ça peut vraiment frustrer Herbert. Et un Herbert frustré, c'est là où il va commencer à faire n'importe quoi, à perdre la qualité de ses combinaisons, à attaquer sur des mauvais moments, à perdre en lucidité, à être trop généreux. Et donc avoir un genre de combat où crescendo, tu viens chercher de plus en plus d'intensité à partir du deuxième round. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport à la lutte. Je pense que Ziam doit pas hésiter à casser la distance. Pas spécialement pour amener au sol, mais juste pour dire, ok, je change la dynamique de combat. Je t'amène au sol. Si tu te retrouves en demi-garde ou mieux, tu restes au sol. Si t'es dans la garde de Jay Herbert, personnellement, je chercherai à me relever. Ziam a fait un très beau combat au sol contre Figlak, mais il perd des positions sur des tentatives de clé de bras. Vu le jeu au sol de la garde de Jay Herbert, il met directement les pieds sur les hanches, il attaque avec des coudes, il menace des soumissions. Je peux voir aussi Jay Herbert inquiéter Ziam si Ziam cherche à juste contrôler dans la garde. Donc moi je préconiserais plutôt d'être debout si Jay Herbert est sur son dos et qu'on n'arrive pas à prendre la demi-garde. Du côté de Jay Herbert, en fait je viens de le dire, hein, pour moi il doit miser sur ce premier round. Et espérer avoir suffisamment de jus pour gagner au moins une moitié de deuxième round, que ce soit le deuxième ou dans le troisième, pour l'emporter à la décision si ça passe pas dans son rush du début. Parce que il y a ce petit truc, Ziam avant l'UFC, il a quelques finishes. Maintenant qu'il est à l'UFC, c'est un tout autre niveau que ce qu'il a connu avant d'y aller. Et du coup, il a un peu perdu ce côté opportuniste. Je suis capable de finir. Et je pense que du côté de Jay Herbert, ça va être un peu ça la stratégie. C'est on cherche à finir dans le premier. Si ça passe pas, on doit s'assurer de gagner au moins 2 minutes 31 d'un des deux autres rounds. Et on a confiance en nous de pas se faire finaliser par Fares Ziam. Parce que Ziam n'a pas spécialement montré ce côté... capable de finaliser, même si contre Figla qui place ce coup de coude retourné qui était il est tellement beau, ce coup de coude retourné. C'est dommage qu'il finalise pas dessus puisque ça aurait fait le tour du monde. Donc voilà, pour les stratégies, je pense que on a fait un bon petit tour. Donc on va passer à nos préférences et nos pronostics. Je pense que malheureusement aujourd'hui, et c'est en dehors de notre volonté à nous, on est obligé de rappeler la différence entre soutien, pronostic et y croire. Donc y croire, ça veut dire qu'on voit des chemins vers la victoire pour l'un ou pour l'autre. Supporter, ça veut dire qu'on est pour la personne. Et pronostiquer, ça veut dire que on est dans un monde où quand tu fais un pronostic, c'est noir ou blanc, alors que là, ça fait 43 minutes qu'on est en train de nuancer. On est dans une zone grise depuis 43 minutes. Mais là, on doit se positionner en noir ou blanc. Donc on sait qu'il y a un Français dedans. On sait qu'on doit le supporter et qu'on le supporte. On sait qu'on doit y croire et on y croit, mais place au pronostic. Ça me fait vraiment chier de devoir dire ça. Comment est-ce possible de pas comprendre la différence? Non, mais c'était bien de le rappeler. C'était bien de le rappeler. Moi, je vais dire une phrase et je vais pas m'aventurer au-delà parce que tu as vu, j'ai été très discret pendant cette petite période et je suis fier de moi d'avoir insulté personne sur Twitter. Je trouve que les 2 dernières semaines ont été polluées par ces choses-là. Et c'est pas rendre service à Benoît que de dire ça, parce que quand une performance est extraordinaire, et je l'ai dit moi sur mes réseaux sociaux, pour moi il a fait une des plus grandes performances françaises à l'UFC depuis qu'on est là-bas. Et j'ai trouvé rabaissant pour Benoît de dire que c'était plutôt une formalité et qu'il avait été sous-coté, plutôt que de mettre en avant sa performance. Voilà, je dirais pas plus que ça. J'ai pas envie de me fâcher avec personne, mais je peux me fâcher avec beaucoup de gens aussi s'ils sont pas respectueux, il y a pas de problème. Je le dis les yeux dans la caméra.
à partir de là, voilà, j'avais que ça à dire à ce niveau-là. C'est la performance qu'il faut mettre en avant et pas la capacité des analystes ou des gens de l'argel et des parieurs de mettre des cotes. Voilà, quand on est outsider à 3 contre 1 et qu'on défonce l'adversaire tel qu'il l'a fait, c'est la performance qu'il faut mettre en avant et pas le reste. Je m'aventurerai pas plus et je donne dans la foulée mon prono. Je vois Ziam décision. Très bien. Et c'est ta préférence aussi? Oui. Ah oui. Il faut le préciser. Vraiment, moi, Fares, c'est fou ce que je veux dire, mais j'ai passé plus de temps avec lui à l'étranger que en France, parce qu'en France, on se connaissait pas plus que ça. Et je l'ai rencontré quand il était à Vegas à l'UFC Performance Institute. Je lui ai fait un peu les pattes. Il est extrêmement précis et puissant. Alors, je trouve que ça se voit pas trop dans la cage, parce que il y a des choses que tu vois pas dans la cage. Tu t'en rends compte quand tu es en face du gars. Et il est extrêmement puissant dans ses enchaînements et très précis également. Il frappe au même endroit. À la fin, il te fait tu sors d'une séance de pattes avec lui. Si t'as frappé au corps, il a frappé au même endroit pendant 30 minutes ou 40 minutes. Donc extrêmement précis et technique. Et voilà, moi je pense que il faut pas chercher à enflammer le combat. S'il doit mettre KO, c'est un striker, il arrivera le KO. Et moi, j'espère qu'il sera prudent, mesuré dans ce combat et qu'il va aller chercher le vert qu'il mérite pour pouvoir, lui aussi, comme Benoît, pouvoir attaquer le ranking d'ici 1 ou 2 combats. Ouais, très bien. Je vais quand même finir la parenthèse parce que voilà, on se doit de dire de quoi on parle pour ceux qui ne suivent pas. On s'était fait un peu insulter sur le podcast La Fine Équipe. On y a répondu sur Twitter en toute politesse, mais voilà, pour pas qu'il y ait de quiproquo. Voilà de quoi on parlait, et je te rejoins amplement quand t'as quelqu'un qui est donné underdog par tout le monde et que tu vas gagner, on l'a déjà dit dans plein de nos analyses, si l'underdog vient à gagner, en soi c'est déjà une énorme performance. Et là, la manière dont Benoît avait gagné, c'est juste incroyable de faire ça à un adversaire qui était donné ultra favori, et c'est bon pour la suite de sa carrière. Bon, maintenant que cette parenthèse est finie, à moins que Brian veuille rajouter quelque chose. Bah si, on peut rajouter que nous on a souvent été underdog et que voilà, enfin moi on me voit underdog avant un combat, presque je préfère, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Pour moi c'est un défi, tu vois, c'est un défi et je trouve ça toujours mieux de commencer un combat underdog et l'emporter. Enfin bon, peu importe. On va revenir sur Ziam. Moi je donne mon prono. Prono préférence, ouais. Alors, comme je le disais, moi je vois un 60-40 pour Fares Ziam, après analyse des différents combats. Je le vois, première vue, je le verrais bien à la décision, prendre à la décision, mais je pense je le verrais bien gagner par TKO au 2e ou 3e, tu vois. Je le vois pouvoir le faire. Après, voilà, c'est des prédictions et comme vous l'avez bien souligné, Jay Herbert, il est à domicile, il est suivi par Team Renegade, donc ça va être un sale combat. Mais en tout cas, en partant de ce que j'ai vu, etc., je peux voir Fares Ziam le mettre KO TKO au 2e ou 3e, et en tout cas, ce sera ma grosse préférence. Ma grosse préférence, bien évidemment. J'aimerais le voir gérer ce combat-là, et j'aimerais le voir par exemple comment il s'appelle, Jay Herbert fatigué, il commence à reculer et qu'il le chasse comme ça et qu'il lui mette un coup de genou, un crochet arrière, un crochet avant, un TKO dans le genre, tu vois. Ça serait voilà quoi. Ouais. C'est ce qui me plairait beaucoup. Et pour revenir sur ce que Aldric disait sur le fait que ça le mettrait dans une belle dynamique pour pouvoir attaquer du top, il est passé en interview chez l'AB Show, chez nos amis, et il aimerait, ils lui ont demandé un petit peu qui il aimerait combattre s'il gagnait ce combat, et il dit qu'il aimerait combattre Matt Frevola. Et voilà, donc il a déjà ses yeux sur le top 15, et c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Et ce genre de combat. Frevola est le genre de gars qui accepterait parce qu'il accepte tout et il veut être actif, donc c'est une bonne chose. C'est vrai qu'ici on en parle moins que pour Benoît parce qu'on est très proche de l'UFC Paris. La probabilité qu'il soit sur la carte même avec une victoire est relativement faible, parce que quand bien même
même s'il gagne sans bobo, t'as aussi ce côté deux weight cuts très rapprochés qui est pas spécialement recommandé. Alors le fait qu'il ait fait son camp en France et qu'il restera en France probablement, qui reviendra en France probablement après ce combat, bah, il est déjà sur place, donc ce sera un argument. On espère tous le voir à l'UFC Paris. Maintenant, à voir si deux camps s'y rapprocher soit bénéfique à ce point-là. Moi, côté pronostic, je voulais vous surprendre, mais au final, ça va pas vous surprendre puisque Brian a tapé le même. Je vois un Ziam trouver le finish dans le troisième grâce à une dette d'énergie, grâce au fait que lui il est encore frais dans le troisième. Je pense que il a un très bon cardio, c'est vrai qu'on en a pas spécialement parlé, mais il est encore bien dans ses troisième rounds, et face à un Jay Herbert qui montre des signes de fatigue à partir du deuxième, il y a potentiellement des portes ouvertes pour un finish. Et alors ma préférence, j'espère sincèrement qu'il perde le premier round. De par le fait que Jay Herbert soit venu ultra préparé avec une bonne stratégie et que ça force à Ziam à s'adapter, à montrer ce côté je suis capable de m'adapter dans un combat intelligemment pour chercher le deuxième et le troisième. Donc évidemment c'est une préférence un peu bizarroïde. Donc c'est plutôt que t'espères qu'il laisse passer le premier round. Non, vraiment pas qu'il laisse passer. J'espère que Jay Herbert arrive et on fasse il est venu bien préparé. Le bâtard, il s'est bien préparé pour Ziam, il sait comment il doit le battre. Et que du coup, Ziam, entre le premier et le deuxième, ils doivent se dire, bon, ben, là, j'ai perdu le premier. Si je veux gagner le combat, je dois m'adapter, je dois changer mon jeu. Et qu'il fasse la bonne modification entre le premier et le deuxième pour aller chercher une victoire. Parce que cet élément, s'il est capable de finaliser Jay Herbert et qu'il est capable de montrer une vraie grosse compétence d'adaptabilité, c'est de super bonne augure pour la suite de sa carrière. Et donc ce serait ça ma préférence. Donc on est tous les trois en train de voilà, là on peut pas se faire insulter. J'ai arrêté de parler de ça. On a fait le tour, on a clos le sujet. En plus, on a dit qu'on changerait pas qui on était par rapport à cette situation, et je pense que là, de nouveau, on est restés tous les trois honnêtes par rapport à ce qu'on a analysé, à ce qu'on croit, et à l'inverse, hein, moi, je vois vraiment des chemins pour la victoire pour Jay Herbert aussi. Je serais pas du tout surpris d'avoir un Jay Herbert qui est la main levée en fin de combat, parce que comme on a dit, on est très proche d'un 50-50, donc ça peut pas basculer d'un côté comme de l'autre, et le fait que ce soit à Londres, c'est peut-être aussi ça le pourcentage qui ferait basculer du mauvais côté pour la France. 52 minutes, on a fait le tour. Aldric, tu vas devoir tracer pour aller donner ton cours, donc on va faire une rapide clôture. Aldric, merci. Merci à vous les gars, toujours un plaisir de faire ça avec vous. Gros week-end RMC du coup, puisque c'est Cage Warrior et UFC, moi je suis ravi. J'invite les gens qui nous écoutent à regarder. Super carte du Cage Warrior avec au moins 10 combats avec des prospects européens. Morgan Charrière également contre un solide Brésilien. Et je vais dire une énormité, mais je le pense sincèrement. C'est moi qui le manage, le Brésilien, avec mon associé. Enfin, c'est plutôt mon associé sur ce coup-là, mais je souhaite quand même la victoire de Morgan. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas déontologique, mais je le dis et je l'assume. Et puis voilà, ravi de cette carte du Cage Warrior. Et moi-même, la carte de l'UFC Londres, je trouve que peu de gens en parlent, mais je la trouve très agréable et super sympa, même si c'est Molly McCann le co-main event. Ouais, on est d'accord, c'est franchement une énorme fight card. Elle est génialissime, et c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir une Molly McCann en co-main event. Il y a des très beaux combats sur le reste de la carte, que ce soit en sous-carte ou que ce soit en carte principale. Même pour les fans de grappling, là on a un petit c'est sur cette carte, hein, la descente de Paul Craig en middleweight pour affronter Muniz. Ouais. Ça c'est du miel si ça va au sol. Brian, merci pour tout, merci pour ton temps, ta préparation et ton expertise. Bonne journée à tous. Ouais, ciao.